Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'information. C'est un réel plaisir de vous retrouver. Installez-vous confortablement, les titres les voici. Le Togo envisage d'améliorer les échanges commerciaux agricoles avec ses partenaires occidentaux. Pour ce faire, les dispositions sont prises pour la délivrance des certificats phytosanitaires digitales. Nous en parlerons. Nous nous intéresserons également à la situation des travailleurs domestiques au Togo. Le pays n'a toujours pas encore ratifié la Convention 189 de l'Organisation internationale du travail, une décision qui pour le moment complique davantage la situation aux travailleurs domestiques. Et au-delà de nos frontières en Côte d'Ivoire, nous nous intéresserons au secteur agricole. La récolte du cacao vient de commencer et à en croire les prévisions des experts, cette saison risque de ne pas être aussi bonne que la précédente. Les volumes destinés à l'exportation devraient chuter de 28,5%. Les explications à suivre. Puis aux États-Unis, du nouveau dans le meurtre du rappeur américain Tupac, 27 ans après. Un ancien chef de gang impliqué dans sa mort a été arrêté depuis quelques jours. La police détenait des éléments contre le suspect. Nous y reviendrons dans cette édition. C'est tout pour les grandes lignes de ce soir. Restez avec nous comme d'habitude. Les précisions, c'est tout de suite. Rebonsoir et bienvenue. Des avancées remarquables pour le Togo en matière de gestion des réformes et de gestion publique. C'est ce que révèle le tout dernier rapport du Country Policy and Institutional Assessment CPIA 2023. On en parle dans cette édition et c'est à travers ce reportage signé Promise Pomegbe et Kofi Kelegi. Selon le récent rapport de la Banque mondiale sur l'évaluation des politiques publiques en Afrique, le Togo continue d'améliorer ses performances dans la gestion des réformes et la gestion publique. Le Country Policy and Institutional Assessment, CPIA, s'appuie dans son évaluation sur 16 critères concentrés en 4 groupes: gestion économique, politique structurelle, politique de lutte contre l'exclusion sociale et de promotion de l'équité, gestion et institutions du secteur public. Le score du pays à la récente parution du dit rapport s'établit à 3,7 points. Il enregistre ainsi la plus forte progression en 2022 en Afrique et s'établit dans le top 5 africain. En effet, l'on doit ce progrès aux réformes institutionnelles et économiques entreprises depuis 2017, où le score du pays se fixait encore à 3 points. Le rapport souligne qu'en dépit des défis, l'on note des avancées dans le secteur du commerce grâce aux réformes portant sur les échanges et les services logistiques, dont l'adoption d'une loi d'orientation pour le secteur des transports et la numérisation des procédures douanières. Le secteur financier n'est également pas du reste, puisque l'introduction de la loi relative à l'affacturage, la nouvelle stratégie d'inclusion financière, l'utilisation efficace du bureau de crédit et la privatisation de l'International Business Bank Togo sont des évolutions que souligne la Banque mondiale. Et pendant ce temps, le secteur touristique est en plein essor au Togo, ceci avec une croissance notable du nombre de visiteurs et une contribution économique accrue, soutenue par des initiatives de développement ainsi que des attraits culturels. On voit cela dans le reportage qui suit, il est de Harold Messan-Atto. Le secteur du tourisme au Togo est en pleine expansion, jouant un rôle essentiel dans l'économie du pays. Lors de la Journée internationale du tourisme, le ministre de la Culture et du Tourisme a souligné les progrès notables du pays, affirmant que le Togo devient une destination incontournable dans la sous-région. Les chiffres des 2 dernières années témoignent de cette évolution positive. En 2022, le pays a accueilli plus d'1 million de touristes contre 983 969 en 2021 et 481 706 en 2020. Sur le plan économique, le Togo a enregistré une croissance de 34%, passant de 19 milliards de francs CFA en 2020 à 25 milliards de francs CFA en 2021. Plusieurs facteurs expliquent ce changement encourageant, notamment la création de conditions propices à la collaboration des acteurs de l'industrie touristique nationale, la richesse des sites culturels et touristiques du pays, tels que le site culturel de Koutamakou, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2004. En février 2023, ce site a bénéficié d'un projet de revalorisation soutenu financièrement à hauteur d'environ 3 milliards de francs CFA. Ce projet, tout comme l'expansion de l'aéroport international de Lomé, vise à faire du tourisme un secteur clé pour le développement du Togo.
Toute autre actualité dans cette édition, le numérique s'invite désormais pour rehausser les échanges commerciaux agricoles entre le Togo et ses partenaires commerciaux. Les producteurs et promoteurs agricoles auront là désormais la possibilité de se faire délivrer des certifications phytosanitaires digitales. Les précisions de Jeannette Toyi et de Nadège Arlija. La digitalisation des services publics est un atout majeur dans le développement du Togo. Mise en ligne en 2017 et mise à jour en juillet 2022, le portail numérique est l'une des réalisations phares dans ce processus. On note plus de 100 000 demandes enregistrées sur ce nouveau portail numérique en seulement un an. Parlons de digitalisation, les producteurs et les promoteurs agricoles pourront bientôt demander et obtenir leur certificat phytosanitaire en ligne grâce au projet e-Phyto. Ceci va faciliter l'exportation des produits agricoles vers 115 pays dans le monde. L'initiative mise en place depuis 2011 par la Convention internationale pour la protection des végétaux, CIPV, vise à faciliter les démarches administratives en vue de l'obtention de ce document en dématérialisant notamment toutes les procédures. Selon les autorités de tutelle, le système e-Phyto est un hub qui permet à chaque pays de s'interconnecter pour échanger des informations relatives à la certification électronique ou à la qualité des produits. Pour les exportations jusque-là, confrontées à des difficultés allant de la lenteur des délivrances à des modifications frauduleuses pouvant mener au rejet des certificats, il s'agit d'une étape significative qui sera franchie. Pour rappel, le pays ambitionne d'ici 2025 de dématérialiser 20 services publics avec en toile de fond la digitalisation de 115% des démarches administratives. Et on en parlait en début d'édition, la situation des travailleurs domestiques ne connaît pas encore une suite favorable au Togo. Au lieu de s'améliorer, elle ne fait plutôt que se détériorer. Plus d'une décennie après, plusieurs pays africains, dont le Togo, ont de la peine à ratifier la Convention 189 de l'Organisation internationale du travail portant réglementation du travail domestique. Les précisions elles sont de Koufi Kligui. L'inquiétude monte au sein des organisations de protection et de défense des droits des travailleurs domestiques au Togo. Les conditions de vie et de travail des domestiques, au lieu de s'améliorer, continuent par se dégrader au point où les acteurs se demandent quand est-ce que le Togo se décidera-t-il, sur le plan juridique, à assurer un travail décent aux domestiques. Faire la cuisine, s'occuper de la propriété des lieux, s'occuper des enfants et parfois des personnes âgées, telles sont les principales tâches auxquelles ces travailleurs sont attelés. 80% de ces travailleurs sont des femmes. D'après une récente étude sur les travailleurs domestiques, l'état des lieux est alarmant. Actuellement, plus de 21 807 personnes travaillent comme domestiques. 28% sont analphabètes et 47% ne disposent pas de contrat écrit. Seulement 25% des domestiques ont un salaire qui franchit la barre de 27 000 francs CFA et 77% ne sont pas déclarés à la Caisse nationale de sécurité sociale. Ce qui fait qu'en cas de maladie, 61% de ces travailleurs domestiques se soignent à leurs propres frais. Les violences font aussi partie du quotidien de 50% des travailleurs domestiques togolais. Si l'Organisation internationale du travail OIT a approuvé depuis 2011 une convention dite 189 pour améliorer les conditions de vie et de travail des domestiques, la ratification de cette convention ne rencontre pas encore un avis favorable du gouvernement togolais. Par ailleurs, la nouvelle étude ressort que 35% des travailleurs domestiques sont des mineurs. Puis, sujet environnement, avant de s'envoler pour l'actualité au-delà de nos frontières, plusieurs facteurs expliquent le dérèglement climatique observé dans plusieurs pays, dont le Togo également. Et la pollution n'est pas exclue de cette liste. Elle demeure présente, surtout à Lomé, la capitale togolaise. Constat fait par Jessica Rallo à travers la voix d'Harold Messan-Addo. La pollution de l'air reste un fléau invisible qui décime la population togolaise, surtout les habitants de la ville de Lomé. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, la capitale togolaise fait partie des villes africaines les plus polluées depuis quelques années. Ses habitants sont exposés à un niveau de pollution de 4 à 5 fois supérieur à la norme, qui est de 10 microgrammes par mètre cube d'air. Les causes de cette pollution sont multiples. Les émissions des engins, le brûlage incontrôlé des déchets et de combustibles, les activités de la zone franche industrielle figurent en tête de liste.
Aussi, des études ont révélé que l'harmattan a augmenté la concentration de la pollution jusqu'à 58% au cours de ces dernières années. Conséquence, la population fait face à une prolifération des maladies pouvant déboucher sur des décès. En vue de réguler la situation, une série de mesures préventives ont été prises pour réduire les émissions de gaz d'échappement et de poussière, ainsi que l'utilisation des énergies renouvelables par le port autonome de Lomé. Ce dernier a également annoncé allouer un montant de 60 millions de francs CFA pour financer des activités contenues dans son plan d'action environnementale. En rajout à tout ceci, un système de gestion qui permet la collecte, le tri et l'élimination des déchets générés par les activités portuaires de manière responsable et respectueuse de l'environnement est également promu, sans oublier la restauration de couverts végétales à travers le reboisement. À l'étranger, à présent au Sénégal pour commencer, l'opposant politique Ousmane Sonko n'a pas encore dit son dernier mot en ce qui concerne sa radiation des listes électorales. Après avoir saisi la Cour de justice de la CEDEAO, les avocats de l'opposant ont déposé 2 recours devant la Cour suprême du Sénégal lundi et un autre ce mercredi devant le tribunal de Ziguinchor. Les précisions. Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko est bien déterminé à contester sa radiation des listes électorales. Lundi, ses avocats ont déposé 2 recours devant la Cour suprême du Sénégal et un autre ce mercredi devant le tribunal de Ziguinchor, 2 semaines après avoir saisi la Cour de justice de la CEDEAO pour faire suspendre la dissolution de son parti, le PASTEF. Le premier recours déposé ce lundi 2 octobre porte sur le refus de la Direction générale des élections de remettre aux représentants de Sonko des formulaires. Ces derniers doivent permettre de collecter les parrainages citoyens pour la présidentielle du 25 février 2024. S'agissant de la seconde contre-offensive, elle a trait à la dissolution du PASTEF, le parti de Sonko. Pour ses avocats, cette dissolution intervenue le 31 juillet n'avait pas lieu d'être car la formation politique était en règle. Mercredi, c'est au tribunal de Ziguinchor que les avocats de Sonko ont déposé un recours, cette fois pour protester contre sa radiation des listes électorales. En Côte d'Ivoire, nous parlons agriculture. La campagne de récolte du cacao a débuté et les prévisions, selon les experts, ne sont pas très encourageantes. Les volumes destinés à l'exportation devraient chuter de 28,5% en glissement annuel au cours des 3 premiers mois de la saison 2023-2024. Les explications sur la situation avec ce reportage. En Côte d'Ivoire, la récolte du cacao vient de commencer et si l'on en croit les prévisions des experts, cette saison risque de ne pas être aussi bonne que la précédente. 5 exportateurs de cacao, 3 comptoirs de cabosses et une douzaine d'agriculteurs de la région estiment que les volumes destinés à l'exportation devraient chuter de 28,5% en glissement annuel au cours des 3 premiers mois de la saison 2023-2024. Cette baisse est principalement imputée aux conditions météorologiques instables dans la région qui naturellement affaiblissent la production. Faut-il rappeler que la culture de cacao nécessite des périodes de précipitations et d'ensoleillement régulières. Or, l'Afrique de l'Ouest, qui comprend des pays comme la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Nigeria, les principaux producteurs de cacao au monde, connaît des conditions de croissance médiocres. L'inquiétude quant aux récoltes a ainsi provoqué une soudaine hausse des prix mondiaux du cacao ces dernières semaines, atteignant leur niveau le plus élevé depuis 1977. Et en Guinée, mardi, le procès du massacre du 28 septembre 2029 a repris à Conakry, ouvert depuis plus d'1 an et après une pause de 2 mois, arrivé à élucider la responsabilité ou non du capitaine Dadis Camara dans les atrocités du 28 septembre 2029 reste l'un des objectifs majeurs de cette assise. Retour sur les événements. Après 2 mois de pause, le procès sur le massacre du 28 septembre a repris mardi devant le tribunal criminel de Dixan à Conakry avec le défilé des parties civiles à la barre. Des centaines d'entre elles sont partagées sur les chances d'obtenir réparation du tort qu'elles ont subi dans leur chair ou à travers celle de leurs proches. Mais elles s'accordent sur la satisfaction de voir ceux qu'elles tiennent pour leurs bourreaux dans le box des accusés. Depuis l'ouverture du procès, une foule d'anonymes vient assister au
rythme de 3 jours d'audience par semaine. Ce ne sont pas ces hommes seulement. Lui-même, il était là. C'est lui qui a conduit la mission, voyez-vous. Donc, tout ce qu'on a subi, c'est venu de ces ordres directs. Ce sont ces hommes, des ordres du colonel Tcheboro. Je suis très satisfaite. Je suis vraiment très satisfaite ce matin. Avec cette reprise, je suis sûr qu'on peut aller de l'avant. Depuis un an, des avocats interrogent des accusés et les témoins pour établir les responsabilités. Pour Alimatou Kamara, avocate des victimes, la reprise du procès était attendue et souhaitée. Oui, ça nous réjouit parce que c'est un procès de longue haleine. C'est quand même des crimes de masse. Donc, ça fait quand même 1 an qu'on est là-dessus et on espère que dans les mois qui vont suivre, qu'on va aboutir à la fin de ce procès. Lorsqu'il n'y a pas de preuve, même si on parle du nom de colonel Tcheboro, d'aujourd'hui jusqu'à la fin du procès, ça ne veut absolument rien dire. Il faut apporter la preuve. Aujourd'hui, où se trouve Laurent Gbagbo? Il est en Côte d'Ivoire. Le blé, il est en Côte d'Ivoire. Parce que tout simplement, quand ils ont été cités au niveau de la CPI, il n'y a pas eu de preuves. On les a acquittés purement et simplement, ils sont revenus en Côte d'Ivoire. Le procès a connu des ajournements, notamment en raison d'un mouvement de protestation des gardiens de prison chargés d'extraire les détenus, une grève des avocats qui réclamaient d'être payés pour un travail considérable. Depuis le 15 avril dernier, le Soudan est le théâtre d'une série d'affrontements entre l'armée soudanaise et les forces paramilitaires, une situation qui a contraint des milliers de citoyens à déserter le pays. Alors que la situation semble plus ou moins calme, le programme alimentaire des Nations Unies craint une famine dans le pays, particulièrement en ce qui concerne les citoyens de retour de leur exil. Reportage. Le programme alimentaire mondial des Nations Unies a averti qu'une crise de la faim se profile pour les Sud-Soudanais revenus dans leur pays après avoir fui les combats qui déchirent le Soudan voisin depuis plus de 5 mois. Dans un camp de réfugiés situé dans la petite ville de Renk, au Sud-Soudan, des enfants sous-alimentés dorment à même le sol entourés de boue. Plus d'un quart des femmes enceintes et allaitantes et près de 20% des enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition. Lorsque nous avons fui Khartoum, nous avons tout laissé derrière nous et à présent nous sommes en train de souffrir ici, surtout à cause des pluies. J'ai peur pour la santé de mon enfant, je ne peux rien faire d'autre que de m'occuper de lui car il a besoin de soins constants. La saison des pluies a rendu les conditions du camp de réfugiés de Renk plus difficiles et a forcé les réfugiés du Sud-Soudan à construire des abris temporaires dans la boue. Les inondations exacerbent également l'urgence alimentaire et contribuent à la propagation des maladies. Depuis que je suis ici, j'ai vu l'état des gens qui ont franchi la frontière se détériorer rapidement. À mesure que le conflit se poursuivait, voir un enfant mal nourri dans les bras d'une mère sans savoir s'il va rester en vie jusqu'à la fin de la nuit, c'est incroyablement angoissant. Les Nations Unies s'efforcent d'apporter leur soutien en fournissant une aide vitale pour que ces personnes puissent survivre non seulement à leur entrée dans le Sud-Soudan, mais aussi durant la suite de leur voyage. Le camp de réfugiés de Renk ne pourra pas accueillir tous les réfugiés qui ont franchi la frontière. Ces derniers sont contraints de quitter Renk sur des bateaux car il n'y a aucune autre liaison routière. Malaka, la ville la plus proche de ce camp, se situe à au moins 3 jours de navigation. Lundi, les Nations Unies, face à la situation d'insécurité grandissante en Haïti, ont validé l'intervention militaire initiée par le Kenya pour y rétablir de l'ordre. Mais comment cette disposition est-elle accueillie par l'ensemble de la population haïtienne? Des avis ont été recueillis dans ce reportage. Après un an de tergiversation, le Conseil de sécurité de l'ONU a finalement donné son feu vert pour envoyer une mission multinationale en Haïti. Menée par le Kenya, cette force opérationnelle va aider la police dépassée par les gangs qui sévissent sur l'île. De nombreux Haïtiens sont soulagés de recevoir ce soutien armé international. Hier, j'ai suivi le vote sur Internet. C'est une très belle initiative que l'ONU a prise pour aider le peuple haïtien à sortir de la situation dans laquelle il se trouve. Je suis certain que le peuple haïtien saurait leur prêter main forte. Dans les rues de la ville, je veux courir. À la maison, j'ai peur. En voiture, je veux fuir à cause de l'insécurité. J'espère qu'ils interviendront le plus tôt possible. Selon l'ONU, la crise économique, politique et sécuritaire que traverse Haïti s'est encore aggravée depuis un an, avec des gangs plus nombreux et mieux armés que les 14 000 policiers présents sur l'île.
Et dans le reste de l'actualité, Ben Cardin, nouveau chef de la Commission des affaires étrangères du Sénat américain, a bloqué mardi 235 millions de dollars d'aide militaire à l'Égypte pour des motifs liés au respect des droits humains dans le pays. Il a fait savoir au chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken que sa décision va persister jusqu'à ce que des progrès spécifiques sur les droits humains soient faits. Il réclame également la libération de quelques 60 000 prisonniers politiques détenus en Égypte. Cependant, l'administration du président Joe Biden reste favorable à l'envoi des fonds en raison d'intérêts de sécurité nationale. Le 13 septembre 1996, le célèbre rappeur américain Tupac Amaru Shakur, plus connu sous le nom de Tupac, est assassiné à Las Vegas. 27 ans après, alors que l'auteur du meurtre demeure encore inconnu, la donne pourrait changer. Un ancien chef de gang impliqué dans l'affaire a été arrêté. On voit cela dans le reportage qui suit. Il y a quelques jours, la nouvelle de l'arrestation d'un ancien chef de gang impliqué dans la mort en 1996 du rappeur Tupac a suscité beaucoup d'intérêt. Près de 30 ans après son meurtre, le mystère qui l'entoure reste entier ou presque, car la police connaissait l'implication du suspect qui avait publié ses mémoires et donné plusieurs interviews expliquant son rôle dans l'affaire. C'est ce que rappelle Mike Dorsey, qui a réalisé un documentaire sur la mort de Tupac. Lorsque le documentaire Murder Rap est sorti en 2015, tout ce qu'il y avait, c'était sa déclaration et l'enregistrement de cette déclaration. Nous savions déjà que les forces de l'ordre ne pouvaient pas l'utiliser contre lui. Il fallait donc que quelque chose de nouveau sorte après le documentaire pour qu'ils aient une raison de rouvrir ce dossier. Et ce nouvel élément est arrivé en 2018 lorsque, pour une raison indéterminée, Tiffy a accepté d'être interviewé pour une série sur la chaîne BET et qu'il a parlé de l'affaire et de son implication présumée dans la fusillade. À partir de là, ils ont rouvert le dossier. Le meurtre de Tupac, qui était originaire de la côte ouest américaine, avait été suivi 6 mois plus tard par celui de son rival de la côte est, le rappeur Notorious B.I.G. Il allait fêter ses 25 ans. Je pense que cela pourrait amener le public à se dire « Nous avons résolu le cas de Tupac, pourquoi le cas de Biggie est-il toujours officiellement non résolu ?» Cela n'a aucun sens. Je pense que l'affaire Biggie est plus difficile que celle de Tupac. Tout simplement parce que son meurtre a été beaucoup moins médiatisé et qu'il a impliqué beaucoup moins de personnes. Et ces personnes n'ont pas parcouru leur quartier en se vantant d'avoir commis le meurtre, comme l'ont fait les membres des Crips après l'assassinat de Tupac. Beaucoup ont lié la mort des deux hommes à la rivalité entre leurs labels de musique, l'un basé à Los Angeles et l'autre à New York. Mais certains historiens de la musique affirment que cette opposition avait été amplifiée pour des raisons commerciales. Je pense que Biggie a été tué pour venger le meurtre de Tupac. Il y a donc un lien entre les deux. Et cela indique qui sont les suspects potentiels qui voudraient se venger du meurtre de Tupac. On sait en quelque sorte qui était probablement derrière le meurtre de Biggie. Mais je ne sais toujours pas si le fait que l'affaire du meurtre de Tupac soit classée contribue à classer l'affaire de Biggie. Aujourd'hui âgé de 60 ans, Dwayne Davis se trouvait à l'époque dans la voiture d'où ont été tirées les balles qui ont tué Tupac. Même s'il n'est pas l'auteur des coups de feu, en droit américain, son rôle indirect n'empêche pas son inculpation pour meurtre. Et retenez également que la Coupe du Monde 2030 se déroulera au Maroc, en Espagne et au Portugal. Mais également 3 matchs auront lieu en Amérique du Sud, notamment en Argentine, au Paraguay et en Uruguay pour marquer le centenaire de la première édition organisée en Uruguay en 1930. Le mondial se tiendra donc sur 3 continents. Une première, l'annonce a été faite ce mercredi par la Fédération internationale de football. C'est donc la deuxième fois que le continent africain accueille la Coupe du Monde. La toute première, c'était en 2010 en Afrique du Sud. Voilà qui vient mettre un point final à cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Merci de rester fidèles aux différents programmes de la 7. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien.